Alors, merci déjà à tous de votre présence. L'idée de cette table ronde, c'est d'essayer de comprendre un petit peu mieux, d'une part, ce qui va pouvoir relever d'une forme d'universalité en ce qui concerne les violences sexuelles, et d'autre part, d'essayer de comprendre dans quelle mesure il peut y avoir également des spécificités locales. L'idée, évidemment, c'est d'une part d'essayer de comprendre mieux le territoire sur lequel on agit et sur lequel le collectif des droits de l'enfant agit, à la fois dans une forme de neutralité, sans se censurer soi-même. Dire qu'il y a des spécificités locales, ce n'est pas jeter l'opprobre, ce n'est pas viser qui que ce soit. Des spécificités locales, il y en a partout. Je suppose, ou en tout cas c'est mon parti pris, que d'une manière ou d'une autre, chaque culture, en ce qui concerne la question des violences sexuelles, du viol, de l'inceste, a des spécificités. Et c'est à ce titre-là, et parce que nous agissons aujourd'hui sur le territoire de Mayotte, que nous questionnons ces spécificités locales ici. Donc le but avec nos intervenantes et notre intervenant, si Dieu veut, ce sera justement de questionner ces aspects-là, de revenir éventuellement aussi sur le contenu des deux conférences de ce matin, d'essayer de voir dans quelle mesure on peut aller plus loin, et comment essayer d'apporter de l'étayage, de la réflexion. Et on aura également un moment avec vous de questions, comme on a essayé de le faire de manière perlée tout au long de cette journée, et de la même manière, ça continuera ainsi. Du coup, moi, personnellement, dans ma pratique professionnelle, dans ma pratique aussi de chercheur, je suis amené au quotidien et dans ma réflexion de fond à réfléchir sur la question des violences sexuelles, à la manière dont elles se donnent à voir. Il y a un certain nombre de choses qui, effectivement, me semble-t-il, relèvent d'une forme d'universalité. La notion de sidération psychique, dont on entend de plus en plus parler, manifestement se donne également à voir à Mayotte. La question de la honte, tout à l'heure, Combo Abdallah Combo parlait de cette notion-là. Effectivement, il y a des ancrages culturels dans cette question de la honte, mais il y a aussi une forme d'universalité. C'est quelque chose qu'on retrouve tellement dans toutes les parties du monde qu'on peut imaginer que cet aspect-là n'est pas strictement culturel. Malheureusement, il y a aussi le silence qui fait partie des enjeux qui voilà, sont universels. Donc ça, c'est plutôt pour la partie qui est relativement comparable, indépendamment de l'ancrage culturel, du socle des représentations, etc. Maintenant, la question que je veux poser avant même de cadrer plus que ça aux intervenantes, c'est est-ce que, selon vous, est-ce qu'il y a des choses qui sont spécifiques à Mayotte? Est-ce que vous, dans vos pratiques professionnelles, après vous êtes présenté l'une l'autre concernant justement ces pratiques, est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent tout à fait spécifiques au territoire, et quels éléments de compréhension vous pouvez nous donner par rapport à ça? On est sur une logique vraiment d'association libre. Le but, c'est qu'on puisse très librement parler de ce qu'on a envie, évoquer les sujets qu'on a envie, et encore une fois, je le répète, sans se censurer, sans viser nécessairement le consensus. S'il y a quelque chose que vous dites et que vous pensez, et que vous vous dites peut-être ce sera mal reçu ou quoi que ce soit, ne vous censurez pas, dites-le, on en discute. S'il y a quelqu'un dans le public qui veut en parler, rebondir, au contraire, on est là pour ça. Donc voilà, ne trahissez pas votre pensée, et dites-nous ce que vous avez envie de nous dire. Enra Fati, peut-être pour commencer. D'accord. Donc bonjour à tous, je suis Enra Fati Djihadi, directrice de l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales de Mayotte. Donc je tiens à saluer, parce que ça fait partie aujourd'hui déjà, parce qu'on a une petite minute pour présenter, ce travail, ce combat, on est arrivé, c'est ce que je me suis dit ce matin, enfin on est là. Ça a été rappelé ce matin sans pouvoir y revenir sur le nombre d'heures que nous avons passées pour qu'on y soit. Donc l'UDAF, comme vous le savez, c'est l'institution familiale qui représente 28 associations sur le territoire, une fédération aussi, auquel nous avons pour mission de représenter, de défendre les intérêts matériels et moraux de l'ensemble des familles du territoire. Donc notamment les personnes qui sont les victimes et les acteurs de violences sexuelles sur mineurs. Ils doivent être représentés et soutenus. C'est pour cela que nous faisons l'engagement, en tout cas,
que nous avons mené et qu'on a signé la charte, et en mobilisant l'ensemble des associations, parce que cette cause, en tout cas, nous concerne. Et on ne peut pas rester de côté en disant que ça doit être seulement le recteur, ou ça doit être seulement le procureur, ou certaines instances, parce que ça touche la famille. Lorsqu'on parle de violence sexuelle, en tant qu'acteur, c'est qu'un membre, c'est une personne qui fait partie d'une famille. Comme on l'a rappelé, 44% des actes sont faits dans la sphère familiale, donc dans le cadre de l'inceste. Aujourd'hui, l'UDAF, par rapport à ce que vous rappeliez, la spécificité que nous avons, on peut parler d'une spécificité sur le territoire, notamment sur tout ce qui est tabou de parler. On doit garder, ça se dit, de garder le secret dans la famille. Lorsqu'un enfant ou toute personne a été victime d'une violence, on le voit dans les différentes actions que nous menons depuis, il faut garder le secret. Ça fait partie de la culture de protection, on peut dire ça comme ça, sans pour autant qu'on ait à juger ces familles-là qui sont ici sur le territoire, mais heureusement qu'il y a de l'évolution. Lorsqu'un enfant est victime de violences, qui souvent fait partie en tout cas d'un frère ou d'un oncle, d'un cousin, et on l'a vu puisque on a été nombreux à croire que le géniteur ne pourrait pas le faire ça. Il y a Saïrati qui est la première Mahoraise à avoir parlé. Ça nous a permis, nous tous en tout cas, de dire mais on ne pensait pas que ça pourrait se passer par le géniteur, parce que ce n'est plus, moi je ne peux pas me permettre de dire que c'est un père, parce qu'un père doit protéger, donc c'est un géniteur, donc lorsqu'il passe à l'acte, et ce n'est pas évident. Et quand on se retrouve aussi qu'une famille, une maman qui vient, qui nous dit ben, mon enfant a été victime de l'inceste parce que le neveu ou l'oncle est passé à l'acte, mais qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas parce qu'il y a le poids de la famille, on doit garder le secret. Donc c'est juste pour dire que cette famille-là ou ces personnes-là, les proches, il y a deux dimensions. Entre celles qui se retrouvent victimes aussi du poids de la famille parce qu'elle doit sauver l'honneur, mais l'honneur de qui? L'honneur de qui? De la petite fille ou l'honneur de l'acteur auquel il faut qu'il puisse assumer sa responsabilité. Et cela n'est pas si facile que ça. Nous, dans le cadre, puisqu'on nous a dit il faut tout, on est dans une instance libre aujourd'hui. Lorsqu'on est face à des situations, parce que nous gérons des mesures de protection judiciaire, et souvent ça fait partie de ces situations, et plus souvent le cas des jeunes enfants ou des petites filles qui sont en situation de handicap. Combien de fois on a eu à accompagner des parents lorsqu'ils veulent marier leur enfant, la victime, la petite fille qui est en situation de handicap, avec le violeur. On a mené des actions à dire mais on ne peut pas marier sa fille avec son violeur. Il ne s'agit pas d'une jeune fille, parce que ça peut arriver, de deux jeunes adolescents qui ont été amoureux, qui ont passé à l'acte malheureusement parce qu'ils n'ont pas eu cet accompagnement-là, cette prévention de dire lorsque vous voulez passer à l'acte, il faut passer dans un premier temps à vous protéger. Mais non, avec ça, on peut se dire ok, d'accord, et même encore, il faut le consentement parce que le fait du mariage, c'est un projet. On peut très bien se dire qu'on vit une histoire, mais on ne veut pas s'engager à ce lien-là qui est du mariage. Donc ce sont des situations que nous rencontrons. Ici encore sur le territoire, c'est malheureux, c'est vrai que ça diminue, mais la problématique, comme ça a été rappelé tout à l'heure, lorsqu'on se retrouve qu'il y a 150 cas qui vont sur le judiciaire, parce qu'il y a beaucoup qui font les démarches, et quelques temps après, ils reviennent à la décharge en disant, voilà, ils relèvent la plainte. Pourquoi? Souvent parce qu'il y a le poids de la famille, la pression. Il ne faut pas qu'on en parle, il ne faut pas que ça se sache, parce que lorsque on prend l'engagement de dénoncer, d'aller dire à haute voix que j'ai été victime, ou mon enfant a été victime de l'inceste, a été victime d'un viol au sein de la famille ou de n'importe qui, ça veut dire que là, on rentre dans un processus que cette jeune fille-là n'ira pas au mariage comme on le prétend, le mariage avec la virginité, toute cette cérémonie-là, puisqu'on part du principe que la dot émane en tout cas du prix de la virginité. C'est lourd, mais ça fait partie malheureusement de la culture, et il faut qu'on y avance, et le poids, en tout cas le rôle que nous avons, nous, en tant qu'acteurs, qui doit travailler, parce que c'est vrai que les axes qui ont été rappelés tout à l'heure, c'était déjà d'une part la sensibilisation, la prévention, informer que ça existe sur le territoire, après c'est l'accompagnement qui va y arriver, l'accompagnement, lorsque, et l'impact qu'il y a eu tout à l'heure sur les 500, on l'a vu quand elle a représenté Lydia sur le bilan, lorsque la parole va être libérée,
il faut que nous soyons tous acteurs que nous sommes, service de proximité, de pouvoir recueillir cette parole-là et de pouvoir accompagner les personnes, parce qu'il ne faut pas que la démarche s'arrête au bout, parce que beaucoup y reviennent. J'ai essayé de porter plainte à la gendarmerie, on a refusé. Et ça, il ne faut pas. Donc, c'est de connaître la procédure pour que lorsque le cursus, en tout cas, s'est lancé, il ne faut pas que ça s'arrête quelque part. Donc, c'est ce que j'avais juste à rajouter. Et puis, on est là pour pouvoir parler, y revenir. Oui, mais, cet après-midi, voilà. on aura pour le coup un temps qui sera dédié à la question de la prise en charge. Ça nous permettra de revenir effectivement sur ces enjeux forts que vous énoncez en Rafati et tout à fait à raison. Zabibou, est-ce que ces débuts de discussion, est-ce que ça vous fait penser à des choses, à des situations que vous avez pu vivre, vous, dans votre exercice professionnel? Est-ce qu'il y a des spécificités, des choses qu'il vous semble, qui se donnent à voir ici à Mayotte, qui ne se donneraient pas à voir ailleurs, voilà, des questions qui vous sont apparues dans votre exercice professionnel? Donc, moi, c'est Zabibou. Comme je l'ai indiqué, je suis conseillère juridique au service juridique aide aux victimes, accès aux droits de l'ACFAV. Donc, j'accompagne des victimes de tous âges, de toute nationalité, que ce soit hommes, femmes, porteurs d'handicap ou pas, dans l'accompagnement juridique, dans le conseil, dans l'écoute, dans les orientations aussi. Donc, moi, j'aimerais déjà essayer d'expliquer le statut de l'enfant par rapport à la société mahoraise. Donc, l'enfant, c'est un être humain. Effectivement, c'est un être humain. Au niveau de sa parole, la parole, elle n'a pas beaucoup de place. Je ne dis pas que c'est dans toutes les familles qu'on écoute leurs enfants, mais il y a des familles où l'enfant, eh ben, tais-toi, va à l'école, à l'école coranique. Dès que l'enfant veut prendre l'initiative de parler, d'exprimer ses émotions, son ressenti, on va lui dire, eh ben, tu racontes des bêtises, tu es un menteur ou tu es une petite menteuse. Et donc, souvent, on a l'habitude de dire, dès que l'enfant vient contredire la parole de l'adulte, c'est, en s'exprimant en mahorais, c'est t'es irrespectueux ou t'es irrespectueuse, fais attention à toi, comme on dit chez nous, oui, maïchayo tout moi, ça signifie que si tu vas avoir une longévité au niveau de ta vie, hein, il faut respecter et ne pas aller en l'encontre de l'adulte. C'est ça qu'on nous répète sans cesse. Donc, dès que l'enfant va se confier, dire, eh bien voilà, je suis victime d'une agression sexuelle de la part d'un adulte, on va dire, eh ben, non, mais tu essayes d'entacher l'honneur de cet adulte-là. Tu as oublié que Maïchayo tout moi, c'est-à-dire que tu veux mourir très vite, tu veux qu'il t'arrive des malheurs, eh ben, tu as intérêt à te dire, à te taire. Des fois, c'est comme ça. Tu racontes des bêtises, tu dis n'importe quoi, tu es une menteuse, tu es un menteur, et donc la prochaine fois que je vais t'entendre dire encore ces choses-là, tu vas voir, je vais te donner une bonne correction. Et donc, il y a des enfants qui sont enfermés dans le silence, ils vont grandir avec ça dans le cœur, jusqu'au jour où ça va exploser à l'âge adulte. Et là, ça va faire des dégâts. Ça peut aller même jusqu'au suicide, malheureusement, avant que les autorités puissent intervenir. Il y a des enfants qui ont quand même le droit à l'expression, parce que la société évolue, parce qu'il y a l'éducation, parce que pour beaucoup de Mahorais, de Mahoraises, de jeunes adultes qui ont envie de transposer un autre modèle que le modèle reçu avant. Donc, on va faire un mixage entre nos traditions, nos us et coutumes et cette société européenne et cette norme française. Donc, on va essayer de trouver quelque chose qui nous convient. En fait, pour ma part, c'est comme ça. Tout ce que j'ai reçu pendant que j'étais petite fille, je n'ai pas forcément reproduit sur mes petites filles. Donc, j'ai essayé de trouver un juste milieu. Parce que dans tout ce qu'on m'a appris, il y a aussi de belles choses que j'ai décidé de garder aussi. Alors, je me permets d'intervenir parce que ça m'intéresse beaucoup, ce dont vous parlez là. Finalement, la question des représentations, du modèle qu'on choisit, de ce qu'on vient prendre dans un modèle, de ce qu'on vient prendre dans un autre éventuellement. Moi, la question que je me posais, c'est est-ce que finalement,
On le sait, face à une difficulté de vie pour les populations mahoraises, parfois, il peut y avoir plusieurs réponses possibles. Il peut y avoir évidemment la réponse, on va dire, préconisée par la République française, à savoir de faire appel aux institutions, de faire appel à la justice, à la gendarmerie, à la police nationale, en tout état de cause à la justice républicaine. Et puis il y a aussi d'autres possibilités qui se proposent, de faire appel à des instances coutumières, à des instances traditionnelles, etc. Zabibou, comme c'est vous qui évoquez ce sujet-là, justement, des modèles, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir plusieurs modèles auxquels on peut faire appel, est-ce que, selon vous, c'est plutôt quelque chose de positif et donc une forme de richesse dans les réponses possibles, ou est-ce qu'au contraire, c'est une contrainte qui serait porteuse de confusion pour les victimes éventuelles? Selon ma part, pour moi, tout ce qui relève des infractions pénales, on ne peut pas régler à l'amiable. Donc, automatiquement, pour moi, dans ma tête, dans mon esprit, c'est porter à connaissance des autorités, des forces de l'ordre, pour tout ce qui est infraction pénale. En revanche, il peut y avoir des petites litiges qui relèvent du conflit, hein, pas de la violence. Ça peut être réglé à l'amiable ou par des autorités coutumières. Parce que souvent, il m'arrive de recevoir des victimes de viol, en fait, des parents qui arrivent avec leur enfant victime de viol et qui disent, eh ben voilà, moi, j'ai pas envie d'aller porter plainte, d'aller vers les autorités judiciaires, les forces de l'ordre. J'ai envie de rentrer dans une transaction avec la famille de l'auteur en question, et je veux que mon enfant, ma petite fille, soit indemnisée, entre guillemets. Indemnisée, c'est-à-dire à hauteur de sa virginité, à hauteur de son préjudice, entre guillemets, toujours. Et voilà. Et quand on explique, on essaye d'expliquer les choses que, voilà, c'est une infraction pénale très, très grave, c'est un crime. Madame, vous n'avez pas cette possibilité de règlement de... Et toujours sur cette question, est-ce qu'il ne faut pas être préparé justement à cette question de qualifier quelque chose qu'on a vécu comme un crime? Est-ce que, je vous pose la question pour l'exercice intellectuel, est-ce qu'une victime qui n'a pas forcément perçu la gravité sur le plan pénal et donc de fait sur le plan moral, en tout cas au titre des représentations qui sont les nôtres, est-ce que ça ne peut pas être violent justement de venir lui dire ce que tu as subi est un crime et il n'y a pas de réparation possible en dehors de la loi républicaine? Est-ce que ça ne peut pas être pour la victime justement un moteur de trouble finalement? Effectivement, ce genre de discours peut être perçu violemment par la personne qu'on a en face, mais j'ai un cadre d'exercice et donc quand j'échange avec cette personne-là, c'est pas frontal, c'est avec, on est ensemble. Je sais qu'il y a certains propos où je sais si je le dis, je vais offenser, je vais la perdre. Elle risque de ne plus franchir ma porte. Et moi, une victime que je perds, pour moi, c'est très, très grave. Parce que je risque vraiment de ne plus la retrouver. Comme l'a indiqué le procureur, il y a des situations où la victime, quand elle quand elle se confie, quand elle libère sa parole, à un moment donné, elle sent qu'elle a appuyé sur un bouton et les choses qui vont se produire vont la dépasser, en fait. Et donc, quand elle n'est pas préparée, quand elle n'est pas accompagnée de manière pluridisciplinaire, c'est-à-dire plusieurs acteurs qui vont graviter autour d'elle, la psychologue, peut-être la médiatrice familiale, une assistante sociale, le médecin, peut-être le psychiatre, la gendarmerie, les forces judiciaires. Donc, il faut que chacun apporte sa petite pierre, parce que quand elle est victime d'une agression sexuelle, ce n'est pas qu'une agression sexuelle. Il y a beaucoup de choses autour qu'il faut régler pour pouvoir vraiment avoir une procédure efficace, faire en sorte que la victime, comment dire, comme je l'indique à chaque fois, c'est que la victime, elle doit être actrice de sa procédure. Pas un pion qu'on va déplacer, qu'on va dire, eh ben voilà, tu as ton rendez-vous chez le médecin légiste, sans lui expliquer. Non, il faut qu'elle soit associée à la procédure et non subie. Et quand elle est suffisamment préparée
Et quand tout est expliqué, chaque étape, elle se sent plus en confiance, parce qu'aller vers l'inconnu, ça fait peur. J'ai pu avoir, par exemple, des parents, quand ils avaient leur audition devant le juge d'instruction avec leur enfant mineur, c'est l'inconnu, ça fait peur. C'est « Madame, j'ai des angoisses, je dors plus, c'est demain, qu'est-ce qui va se passer lors de la confrontation, lors de l'audition, qu'est-ce qu'on va me poser comme question, quelle question on va poser à mon enfant, c'est qui cette personne, le professionnel que je vais avoir en face de moi? Est-ce que l'auteur sera assis à côté de moi? Est-ce que ça sera en face de moi? Et une fois que j'ai répondu aux questions, qu'est-ce qui va se passer? Donc tout ça doit être expliqué, accompagné, rassuré en amont. Et quand elle y va vraiment de manière sereine, avec son enfant. Parce que quand la maman ou le papa vient avec son enfant qui est victime, eh ben, moi, la maman, effectivement, ou le papa est victime. Mais pour moi, l'acteur principal, c'est l'enfant. Donc, oui. L'enfant l'enfant a sa place. C'est-à-dire que je fais des entretiens en 2 temps. C'est-à-dire l'enfant et ensuite la maman, ensuite de manière globale. C'est-à-dire que je lui laisse sa place, en fait. Une très grande place. Donc, l'enfant a droit de s'exprimer, de poser des questions. Et souvent, dans l'entretien personnel avec l'enfant victime, l'enfant ose plus dire le ressenti, parce qu'il y a des choses que l'enfant a peur d'exprimer devant ses parents, parce que j'ai entendu dire, l'enfant m'a dit, je peux vous parler à vous, me libérer, dire tout ce que je pense, parce que j'ai pas envie de dire ça devant maman ou devant papa, parce que j'ai pas envie d'aggraver encore plus leur peine. Oui, je comprends très bien. Et des fois aussi, j'ai la maman qui est là, qui me dit, ça me rappelle une situation, donc 2 petites filles, 2 sœurs, victimes d'agression sexuelle de la part d'un oncle, entre guillemets, c'est-à-dire un voisin qui vivait dans la même cour. Donc c'était comme un tonton, comme un oncle. Et donc il a violé les 2 petites filles. Et quand la maman a eu connaissance des faits, donc elle a agi, elle a révélé aux autorités, mais il y a eu ce poids de la société, ce poids du quartier, ce poids aussi de la famille de l'auteur aussi. Donc elle subissait de tous côtés. Et quand elle est venue se confier à moi une fois que la cour d'assises est passée, parce qu'une fois qu'il y a eu jugement, il n'y a pas eu réparation, en fait. Il n'y a pas eu reconstruction pour ces familles-là, pour ces victimes-là. Il faut encore des fois accompagner sur plusieurs années avant de pouvoir être capable d'avoir je dirais pas un semblant de vie, mais de ne pas être en marge de la société carrément. Oui, oui. Ok, je vous remercie. Rafati, sur cette question finalement des différentes modalités d'appel à une forme de réparation. Quand je dis réparation, c'est au sens psychique du terme, c'est ni au sens financier ni au sens juridique. Quand je parle de réparation, c'est en tout cas le processus par lequel peut intervenir à terme le mieux-être. Est-ce que vous, qui travaillez de manière privilégiée avec les familles, est-ce que vous avez le sentiment que cette pluralité des réponses possibles entre les réponses républicaines et les réponses coutumières, est-ce que c'est plutôt une richesse, plutôt une contrainte? Est-ce qu'elles sont complémentaires potentiellement l'une de l'autre? Enfin, comment vous, avec votre travail auprès des familles, comment vous voyez cette question-là? La question, en fait, c'est vrai qu'il y a besoin d'avoir la pluralité, parce que quand on parle d'une famille qui vit, qui a plus connaissance, en tout cas, ou qui est très éloignée de la procédure judiciaire, son premier référent reste, par exemple, le cadi. Donc, il y a besoin de voir auprès du cadi ou du référent. Ça dépend de la gravité. C'est vrai que quand il s'agit d'une crime, ce n'est pas évident, donc il faut y aller dans un autre registre. Mais ça permet dans un premier temps en fait, d'avoir toute cette pluralité, parce que le fait d'accompagnement, comme elle l'a dit Zabibou, il y a un besoin, une famille, quand elle passe à l'acte, qu'elle va libérer la parole, il faut qu'elle soit accompagnée sur le processus qui va suivre. Parce que la notion de temporalité n'est pas le même. Une famille qui dit que je suis allée porter plainte, qu'il a été reçu, et quand il voit l'acteur demain, il ne comprend pas. Il va dire, mais comment ça se fait qu'il est toujours libre?
pourquoi je le vois. Et deux fois, il y a une forme d'emprise derrière qui peut... Souvent, ils reviennent en disant, mais tu as été appelé porter plainte, mais tu m'as vu que je suis toujours libre. Donc, du coup, ça n'a pas abouti, vous n'aurez rien. Et donc, il y a un grand décalage entre cette temporalité-là de le processus, en tout cas la procédure judiciaire, et il y a un besoin que la famille soit accompagnée. Et derrière cela, en fait, par rapport à ce que tu disais, Zabibou, c'est que quand il y a un enfant qui est victime d'une agression sexuelle, ce n'est pas seulement, en fait, c'est toute la famille qui est confrontée à la situation. Nous, on a eu des cas auxquels il y a un petit frère qui était avec sa sœur, parce que l'acteur, quand on est face à l'inceste, c'est toujours quelqu'un qui est connu par la famille, auquel les enfants ils ont confiance parce qu'ils viennent. Donc le grand frère a laissé son enfant, enfin, sa petite sœur, pardon, avec le bourreau, parce que c'est le fondi qui venait, auquel souvent il venait faire les prières quand c'est à la rentrée d'école pour protéger les enfants contre. Donc le monsieur, il connaissait que la maman, malheureusement, qui est d'une famille monoparentale, qui est toute seule, qui élève ses enfants, il savait que ce jour-là, maman n'est pas là. Et donc, il est arrivé, il disait, maman, il est où? Il n'est pas là. Donc, du coup, il a laissé ses affaires dehors. Il a profité en disant, petit frère, va prendre les affaires, mon sac de chaud pour venir faire la prière. Ce temps-là, qui est tellement court, il a pu profiter, en tout cas, d'abuser de la petite. Mais heureusement que le jeune homme, parce que c'est un petit garçon qui peut jouer, et quand il est arrivé, il était frustré. Il s'est retrouvé vraiment d'une culpabilité qui n'est pas facile. Donc, du coup, derrière tout ça, quand il voit tout le monde arriver, donc tout d'un coup, les gendarmes, mais tout le monde qui débarque, ils sont perdus. Et il y a un besoin derrière tout cela d'accompagner, d'accompagner comment ça va se passer pour pas qu'ils se disent, mais l'enfant aussi, face à tout cela, parce que ça se fait avec. Et c'est ce qui est vraiment important, de le faire avec la famille, de leur expliquer, de prendre le temps de leur expliquer ce qui va se passer derrière. Donc l'emprise qu'il peut y avoir, notamment sur l'acteur quand il serait libre, parce qu'il va le côtoyer, ça dépend quand la décision a déjà été prise ou pas. Tout ça, il faut qu'il soit préparé pour tout ce qui peut y arriver après. Donc si c'est vraiment... Dans vos deux propos, il y a quand même quelque chose, arrêtez-moi si j'ai mal compris, mais finalement... la bonne compréhension du cadre juridique et donc une forme, voilà, sans valence, hein, mais d'éducation à la procédure pénale serait au service d'un mieux-être des victimes de violences sexuelles. C'est ça un petit peu le propos? Oui, effectivement, en fait, il y a un réel besoin d'avoir en fait cette éducation-là, parce que c'est vrai que souvent, quand on est face à une famille sur l'attouchement, auquel, deux fois, les parents, on est face à une maman qui dit « mais ce n'est pas grave, parce qu'il n'y a pas eu pénétration, elle est encore vierge ». Donc, du coup, ce sont des propos qu'on peut entendre qui sont tellement lourds. Et quand tu es parent engagé, qui est là pour lutter, parce que, comme on le dit dans le cadre de la religion, « moana amana ». Et aussi bien... dans le Code civil, c'est qu'un enfant, ce n'est pas un objet, il n'appartient à personne. Un enfant, il n'appartient à personne, on doit le protéger. Les acteurs, les adultes qui sont autour et les parents qui ont eu ce amana, c'est de faire en sorte à ce qu'ils puissent l'accompagner, le protéger pour qu'il soit un adulte responsable demain. Quand on est face à la religion, lorsque tu vas voir le cadi, on nous a appris cela, c'est que demain, quand tu vas partir, on te demandera qu'est-ce que tu en as fait des enfants, l'éducation que tu as auprès des enfants. Donc, tout cela fait qu'il y a un besoin d'éducation, vraiment à la parentalité, et d'éduquer, en fait, toutes ces procédures-là auprès des parents qui comprennent comment, parce que c'est vrai que la culture mahoraise, elle est orale, il y a beaucoup de choses, comme ça a été rappelé tout à l'heure, on ne nous dit pas. Et il y a des mots aussi qui nous manquent. Comment je peux, moi, ayant eu une éducation auquel on ne posait pas des mots, je dois transmettre cela auprès de mon enfant, auprès de mes enfants. Donc, ça peut être très difficile. Donc, il y a un besoin d'avoir, d'une part, déjà, l'éducation, parce qu'un enfant, avec toute cette machine qu'il peut y avoir autour, pour pas qu'il se sente frustré ou qu'elle revienne derrière en disant que j'abandonne, parce qu'il y a un poids de la famille derrière, il y a le poids du quartier, il y a le poids du voisinage, il y a tout ce poids-là qu'il peut y avoir, comme ils peuvent dire, voilà, parce qu'on a la famille aussi, à un moment donné, quand on est acteur, on peut victime, parce que nous tous, parents, enfants, être rejetés par la famille entière. On le dit en Shimaoré, c'est que
l'enfant ou toute personne en tout cas qui est mauvais, tu ne dois pas en tout cas t'en séparer. Aujourd'hui, quand tu es acteur, il faut que la personne soit accompagnée. Même si, parce que le fait de pouvoir accompagner pour qu'elle ne puisse pas reproduire cela après. Et c'est très très important d'avoir tous ces éléments-là. L'acteur qui est ton neveu, qui est le père de tes enfants, a fait des actes qui sont punis par la loi, on ne peut pas tolérer et on ne doit pas se dire qu'on le protège parce que la personne qu'on doit protéger, c'est cet enfant-là, malheureusement. Sur cette question de la famille que vous avez toutes les deux évoquée, et je m'adresse la plus précisément à vous, Abibou, à la juriste que vous êtes, est-ce que lorsqu'on remarque qu'effectivement, pour la victime, la honte peut être partagée par la famille et favorise dès lors le silence, mais que, comme vous le disiez tout à l'heure, pour le mis en cause, pour l'auteur, on peut éventuellement dire à la victime « Non, tu ne dois pas entacher de honte la réputation de cette personne-là ». Est-ce que lorsqu'on se rend compte avec ces deux injonctions que justement, précisément à Mayotte, moi j'ai le sentiment, mais c'est un sentiment personnel, que justement la victime n'est pas qu'un individu, que le mis en cause n'est pas qu'un individu, mais que chacun sont reliés à un système qui les entoure. Est-ce que, Zabibou, en tant que juriste, mais aussi en tant que femme et en tant que femme du territoire, est-ce que vous pensez que ça pose une difficulté ou non, le fait que la justice républicaine soit une justice qui est avant tout axée sur l'individu et le fait ? Est-ce que ça peut être une difficulté dans une culture comme la culture de Mayotte, où le fait familial et communautaire sont aussi prégnants ? Est-ce que cette distinction-là, est-ce que c'est un problème ? Est-ce que c'est au contraire, est-ce que ce n'est pas un sujet ? Est-ce que ce n'est pas une difficulté ? Comment vous voyez les choses, ce hiatus entre une culture communautaire et une justice qui est fondamentalement axée sur l'individu ? Moi, je pense, en tant qu'individu, c'est que la personne que j'ai en face de moi, la victime, elle doit être prise en compte avec ses spécificités, avec sa singularité, avec tout dans un ensemble, avec sa religion, avec ses coutumes, avec donc je peux pas demander par exemple à la victime de dire voilà, mets de côté, oublie tout ce qu'on t'a enseigné, oublie ton environnement, oublie ta religion, la loi française, c'est ça. Non, il faut pas le faire. Il ne faut pas le faire pour moi parce que ça aurait des conséquences vraiment négatives et que pour certaines personnes qui n'ont que cet environnement-là, qui n'ont pas connu d'autres modèles, qui ne sont pas, par exemple, moi je connais plein d'enfants, par exemple, qui vont pas à l'école, par exemple, qui sont que dans leur quartier, soit que dans leur rue, avec les mêmes personnes qui gravitent autour d'eux et ils ne sont pas connectés à l'informatique, aux réseaux sociaux, à tout ce qui peut se passer ou même à la télé. Et donc du coup, avec tous ces carences, ces lacunes, pour cette personne-là, tout ce que va dire par exemple les adultes qui sont autour de lui, ça va être la parole véridique. Donc, ça me fait penser, excusez-moi, je vous coupe Zabibou, mais c'est juste pour rebondir, ça me fait penser à plusieurs situations concrètes. Alors évidemment avec toutes les précautions à prendre, parce que je ne suis qu'un individu parmi 7 milliards et fatalement mes observations sont toutes sauf représentatives d'une forme de vérité, mais en tout cas c'est l'expérience que j'ai eue. J'ai à l'esprit 5 ou 6 situations pour lesquelles des victimes mineures me disaient que la réparation chiffrée était ce qu'elles attendaient, que la procédure pénale ne les satisfaisait pas, que cette procédure pénale était finalement plus vectrice de souffrance que d'autre chose, et qu'elles auraient aimé que la conciliation chiffrée numéraire, donc le fait que la famille du mis en cause donne une somme d'argent, qu'elle voulait ça parce que pour elle, évidemment je traduis avec mes mots à moi, c'était une façon d'apporter une clôture, et que cette clôture-là, au sens psychique du terme, avait plus de sens pour ces victimes-là qu'une clôture au sens pénal du terme.
Est-ce que c'est des situations que vous avez pu voir dans votre pratique? Est-ce que ça vous est arrivé? Si oui ou sinon d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez de ce type de représentation qui reste forte de la part des victimes elles-mêmes? Et que doit-on leur dire dans ce genre de situation lorsqu'elles viennent faire partager avec nous le fait que la définition que nous apportons, la définition juridique que nous apportons à ce crime qu'elles ont vécu ne leur convient pas et que la réparation ne leur convient pas telle que la République française la propose? Moi, j'ai eu plusieurs situations. Donc, la première situation, c'est souvent la remarque qui revient, c'est la procédure, elle est très longue. Parce que la victime, elle est là, elle est dans sa bulle, elle est dans son monde. Donc, pour elle, 1 minute, c'est 1 heure. Donc, n'en parle pas de plusieurs mois ou années de procédure. Imaginons, il y a l'enquête, il y a une instruction qui est ouverte derrière, il y a peut-être une cour d'assises dans 2 ans, ou dans 3 ans, ou dans 4 ans, ou même à la majorité de la victime. Donc, des fois, c'est pénible, c'est long. On nous demande de rabâcher la même chose, raconter le même récit, à croire qu'on m'entend pas. Donc, pour moi, souvent, c'est des remarques comme ça qui reviennent. Donc, des fois, il faut expliquer, lui dire, eh ben, on te croit. Effectivement, c'est long, je comprends, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Effectivement, on pourrait peut-être, au niveau de la procédure, faire en sorte que ce soit accéléré, mais ce n'est pas évident. C'est pas évident, ça ne dépend pas de nous. Donc, il faut accompagner, il faut expliquer, il ne faut pas laisser la personne dans le silence, dans tes interrogations. Voilà, c'est pour ça que des fois, quand on reçoit des victimes, bon, on n'a pas de nouvelles pendant 1 semaine, 2 semaines. Des fois, on n'hésite pas à passer un petit coup de fil. Est-ce que vous allez bien? Je voulais juste prendre de vos nouvelles et surtout, vous savez où nous trouver en cas de besoin. J'ai eu des situations où la procédure elle a abouti, il y a un jugement. On attend ce fameux jugement, cette fameuse décision qui va nous reconnaître dans notre statut de victime. Eh bien, la victime, elle me dit, effectivement, j'ai passé le cap, j'ai ma décision, je suis reconnue, mais je ne me sens pas bien pour autant. Souvent, on a ça. Je ne me sens pas bien. Je croyais que, en allant jusqu'au bout, je serais guérie, entre guillemets. Ouais. Donc, voilà. Okay. En Rafati, sur cette question toujours voilà, de la clôture, est-ce que vous, dans votre travail avec les familles, est-ce que vous avez le sentiment que la clôture apportée par le droit républicain, est-ce qu'elle fait sens chez certains? Est-ce qu'elle ne fait pas sens chez d'autres? Est-ce que, quelque part, est-ce qu'on pourrait trouver les modalités par lesquelles elle peut faire sens et apporter un mieux-être? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment subjectif, en fait, c'est d'une personne à autre, parce que c'est vrai qu'il y a certaines familles, lorsque la démarche est engagée, qu'on a porté plainte, il y en a d'autres qui disent ils ont peur de la suite. Déjà, d'une part, l'aspect cultuel, en fait, qui y a un souriat de doigt. Donc, ce que l'autre peut avoir derrière, lorsque j'ai fait la démarche d'y aller, donc il faut qu'on arrête tout. Moi, c'est trop long. Je l'ai déjà dit, comme elle l'a rappelé Zabibou, mais je l'ai déjà suffisamment dit pourquoi il faut qu'à chaque fois je me retrouve encore à répéter. Et ça, c'est très difficile pour eux de se retrouver à revivre tout le temps cela. Donc, il y a certaines familles, effectivement, qui nous reviennent, qui nous disent, mais est-ce qu'on ne peut pas écarter mon enfant chaque fois sur les auditions? Parce qu'elle souffre tellement à chaque fois, et moi, je me retrouve démunie. C'est vrai qu'il y a les psychologues qui sont là, qui accompagnent, mais ce n'est pas suffisant. Et comme on le sait, ça dépend s'il y a une cause d'assises après qui va suivre après. Donc c'est un enfant, tout dépend de l'âge qu'elle a. Donc ça, on le prend en compte. En fait, il y a vraiment un réel besoin de prendre en considération la situation de l'enfant, ses besoins. À partir de là, l'accompagnement, il faut qu'elle soit aussi faite en lien avec. On s'adapte, normalement, en fait, cette pluridisciplinarité qui gravite autour, c'est de s'adapter, bien sûr, par rapport à la personne. Mais il est vrai que la procédure peut être longue d'une personne à autre. Et il y en a qui se disent, ben, moi, je ne veux pas y aller au bout. Je vous la laisse. Vraiment, nous, on a eu des cas qui disent, mais c'est bon, j'ai laissé ça à la justice. Ne venez plus m'embêter parce que c'est très, très lourd pour moi. Moi, la seule réparation, je l'aurai auprès du bon Dieu, puisqu'il est le seul qui m'a vu, etc. Donc, du coup, ça fait partie ce qui est un des propos éléments, que les mises en cause peuvent tenir aussi, d'ailleurs. Oui, oui. C'est-à-dire le seul jugement auquel je me soumets, c'est le jugement divin. Excuse-moi, le jugement divin, effectivement, oui, c'est ça. Donc, deux fois, je ne sais pas si
Chulassa Zabibou, mais on peut avoir ces cas-là. Et parfois, c'est vrai que nous, on ne peut pas comprendre. Donc, on est là pour leur dire qu'on ne peut pas stopper. C'est vrai là qu'au niveau de la violence, quand il y a un crime, on ne peut plus mettre parce qu'il faut qu'on protège l'enfant. Tout dépend de ce qu'il va vivre demain, parce que ce que vous avez besoin aujourd'hui, l'enfant, c'est l'enfant qui va avoir réparation. Tout dépend de ses besoins, donc il faut qu'on l'accompagne. On est vraiment être à l'écoute et aux besoins pour pouvoir y répondre, et qu'il a besoin de toute cette démarche-là pour pouvoir se réparer. Et entre-temps, donc, il y en a certains, voilà, pour ceux qui disent, voilà, il y a besoin d'avoir de l'argent, ça suffirait. Tout dépend vraiment, c'est d'une personne à autre, d'une famille à autre, mais nous, ce qu'on a à le rappeler souvent, c'est l'enfant. C'est l'enfant, donc on doit, ce qui a subi, tout dépend de son âge. Donc il faut que le parent, nous qui sommes là en tant qu'éducateurs, protecteurs, d'être là pour répondre aux besoins de l'enfant demain. Ok, merci. Si je peux, en prolongement, j'avais une situation que j'ai rencontrée en gendarmerie lors d'une permanence. Donc l'OPJ ne parlait pas le mahorais, et donc il fallait quelqu'un qui officie en tant qu'interprète sur le coup. Donc on m'appelle pendant l'audition, et c'était une jeune femme, enfin oui, une jeune femme, elle était majeure il me semble, mais elle n'était pas encore mariée, donc elle était considérée comme entre guillemets enfant dans le sens où elle n'avait pas passé ce cap de rituel mariage qui lui conférait un statut. Donc elle est toujours dans la phase en bas. Et donc elle vient avec sa grande sœur révéler les faits de viol. Donc elle arrive là, elle raconte son histoire, et on s'aperçoit au fur et à mesure de l'audition que on avait essayé de régler à l'amiable en fait. Donc on avait dit à l'agresseur, à l'auteur, eh bien voilà, tu as commis ce fait-là, il faut que tu répares. Tu nous dois tant pour la jeune femme. Et tardant à donner cet argent-là, la famille a fini par venir à la gendarmerie, révéler les faits. Et donc, quand on pose la question à la victime, à la grande sœur, mesdames, imaginons que le monsieur était venu régler la somme demandée, est-ce que vous serez venus à la gendarmerie pour révéler les faits? Mais vraiment, de manière sincère, elles ont dit, on ne serait pas venu si nous avait donné. On est venu non seulement pas parce que ma sœur a été victime d'un viol, on est venu parce qu'il n'a pas donné la réparation qu'on a demandée. Donc, ce n'est même pas la considération de cet acte-là au niveau de la gravité, mais au niveau de ce qu'on demande. Sur cette question de la compensation, c'est effectivement quelque chose que j'ai remarqué, et là pour le coup de manière extrêmement récurrente, c'est que bien souvent, chez la frange la plus traditionnelle de la population, on remarque que l'appel à la justice républicaine souvent est un dernier recours, et un dernier recours lorsqu'effectivement la compensation financière n'a pas nécessairement été honorée. Moi, la question que je me pose pour la victime et pour la question de la parole, c'est est-ce que la victime en famille, je dis bien en famille, une fois que la compensation a été versée, que la famille de la victime a perçu cet argent-là, est-ce qu'il est encore possible ou non pour la victime d'évoquer les faits? Est-ce qu'il est encore possible de dire quelque chose de ce qu'elle a vécu? Ou est-ce que cette compensation est une assignation tacite au silence? Je pose cette question de manière tout à fait neutre. J'ai aucun avis sur la question et je m'en remets vraiment à vous deux pour me répondre là-dessus. C'est vraiment un questionnement personnel que j'ai. La réparation... Bon, au niveau de la famille, on va dire, bon, on a obtenu gain de cause, satisfaction, c'est bon, maintenant il faut te taire. C'est bon, continue ta vie, laisse ça derrière toi. Mais pour la victime, souvent qui ne parle pas, c'est-à-dire qu'elle est là dans son état de sidération, elle est là comme un objet, et c'est la famille qui va parler en son nom, en fait, à sa place. Ça m'intéresse. Oui, en son nom et à sa place. Donc, à un moment donné, quand elle va avoir suffisamment confiance en elle et se mettre à parler, ce n'est pas un frein au niveau du traitement judiciaire. Elle peut, même si elle a reçu 10 000 € ou 15 000 €, elle sera entendue au niveau de la justice. Oui, bien sûr. Mais oui.
Rafati, est-ce que vous avez le même sentiment sur la question de la perception de l'argent par la famille? Est-ce que ça sous-tend une commande tacite de la part du groupe familial à ce que la victime ne puisse plus évoquer les faits, ou est-ce qu'elle a encore la liberté de le faire, voire même est-ce que ça permet de libérer la parole dès lors que l'argent a été perçu? Est-ce qu'on peut plus facilement parler? Enfin, comment vous voyez les choses? C'est la même chose, en fait. C'est comme si l'argent, c'est que c'est bon, tu n'as plus le droit de parler parce que la réparation a été faite. Et on ne peut plus parler, puisque, voilà, en fait, par rapport à ce qui dit, donc il faut qu'il y ait le silence total, puisque nous avons déjà eu réparation, donc ça doit rester le secret familial. Ça ne doit plus sortir, parce que lorsque ça va être divulgué, on saurait que la jeune fille, demain, qu'on souhaiterait marier, elle n'est plus vierge, elle ne pourra pas faire ce mariage-là. Donc il faudrait vraiment que, au sein, et c'est là que, en fait, la victime est un objet. Heureusement que, et c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau de l'éducation, heureusement, et là je l'appelle vraiment, je lance l'appel à nous tous acteurs qui doivent être au plus proche, en tout cas premier acteur pour recueillir la personne victime, de pouvoir connaître la procédure pour mieux informer que même si il a eu l'argent, en fait la famille a eu, donc il peut encore porter plainte, donc il sera écouté. Parce que sinon... Quel serait le regard de la communauté? Une famille, je vous pose la question vraiment en toute transparence, quel serait le regard de la communauté si on savait qu'une famille de victimes a accepté l'arrangement chiffré et qu'après ça, elle fait appel à la justice républicaine? Quel serait le regard du groupe? Zabibou souhaite répondre. Deux réactions possibles. Soit la personne qui a perçu la somme, la famille de la victime qui a été indemnisée, entre guillemets, eh ben le reste de la communauté va dire vous êtes des ingrats. Vous avez obtenu réparation, mais vous poursuivez quand même la personne. Oui, oui, vous êtes des traîtres, vous êtes des ingrats. C'est mauvais ce que vous faites. Maintenant, il a assez payé. Ou sinon, une autre réaction aussi, c'est vous avez bien fait. Vous avez bien fait de porter à connaissance les faits au niveau de la justice. Vous avez très bien agi. Tout à l'heure, vous évoquiez une question, vous disiez finalement à un moment donné, la question de la parole concernant les faits n'appartient plus à la victime. Les autres ont le droit d'en parler, donc la famille a le droit d'en parler, mais pas la victime. Ça m'intéresse énormément parce que ça me fait penser à ce que disait Kombo Abdallah Kombo ce matin, où il disait que finalement, dans le tabou, je traduis un petit peu, mais que dans le tabou, on ne dit pas, mais malgré tout, l'individu n'a pas le droit de parler de sexualité, mais à la fois le groupe peut se permettre des remarques, des petites plaisanteries de nature sexuelle, etc. etc. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire? Et là, je m'adresse à Rafati, vous qui connaissez bien la question des schémas familiaux. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire entre cette manière dont le tabou peut sous-tendre une forme d'omniprésence du fait sexuel dès lors qu'elle est tue? Je m'explique parce que ce n'est pas forcément très clair. Je vais le dire plus simplement. Ce qu'on ne dit pas, on le fait d'autant plus. Je vais vous prendre un exemple qui n'a rien à voir avec Mayotte. Quand je n'ai jamais été autant dragué par des hommes que dans les pays qui, notamment du Maghreb, qui ne parlent pas du tout d'homosexualité. Je n'ai jamais été autant sollicité pour avoir des relations sexuelles avec des hommes que dans ces pays-là. Et donc ça m'invite à réfléchir. Et donc sur cette notion du tabou, et là revenons à Mayotte, est-ce que justement le fait de ne pas en parler pour la victime, ce ne serait pas la déposséder au profit du groupe de thématiques qui qu'elle souhaiterait peut-être lui voir appartenir? En fait, une fois que ça a été fait, il est vrai qu'au niveau de la famille, une réparation a été faite, mais tout de suite, ça va être l'objet à remarier au plus vite. À marier parce que il va être, maintenant, il n'est plus vierge, donc demain, il va avoir besoin d'avoir des rapports sexuels. Et donc, du coup, il faudrait la marier avec n'importe qui, le premier qui sera venu. Donc, il faudrait qu'elle soit mariée. Et c'est là que c'est un peu difficile dans la mesure... Donc là, sa sexualité appartient en quelque sorte au groupe ou elle lui appartient quand même à elle? Au groupe, parce que tout de suite, en fait, c'est au groupe dans un premier temps que, attention, tout de suite, ça veut dire que tu peux tomber enceinte, donc il faudrait qu'on la marie vite. Voilà, en fait, c'est ce que nous, on voit par rapport à ça. Et malheureusement, on essaye quand c'est le cas, c'est l'éducation, la prévention. L'enfant était victime, si jeune,
Aujourd'hui, il faut qu'on soit là, nous, en tant que parents ou en tant qu'adultes, de lui expliquer, donc notamment l'orienter vers les VARS, parce que parfois, c'est qu'ils ne connaissent pas du tout les éléments, en tout cas, qu'il peut y avoir, la protection, tout ce processus-là, ils ne le connaissent pas, malheureusement, et donc ils ont été victimes. Donc il y a une construction qui doit être faite. Il y en a certains qui sont très agressifs, donc qui vont avoir cette attirance-là. Tout dépend du psychisme, en tout cas, de l'état de la petite. Nous, on a eu un cas, et ça, c'est encore plus sensible quand un enfant est en situation de handicap. C'est encore plus sensible. Donc, la petite, elle peut avoir des attouchements dehors quand il y a la famille qui vient, ben, la petite se touche dehors, ou elle y va avoir à toucher les seins, les objets, en tout cas les parties génitaux aux petits garçons. On ne comprend pas. Et donc, du coup, il faudrait tout de suite, parce qu'on ne comprend pas l'enfant, comment il a été victime, donc il n'y a pas eu d'accompagnement. Et quand on a un enfant, en fait, une personne qui a en tout cas une certaine altération, fait qu'il y a besoin d'accompagner, qu'on soit là pour pouvoir expliquer, ce n'est pas si évident que cela, et d'accompagner les parents, leur disant, bien sûr, ça fait partie de ce processus-là de protection auquel il faut qu'on explique, et même parfois, quand on est démuni, ce n'est pas évident. Mais en étant jeune fille, tout de suite, il faut la marier, parce que sinon, elle va avoir des enfants, c'est un objet, ce sera un objet sexuel, ou il y a certains aussi familles, tout dépend de la culture de la famille, en tout cas les valeurs éducatives qui sont autour. Il y en a certains, ben, ce n'est pas grave, de toute façon maintenant il n'est plus vierge, donc il peut y aller et il ramène, c'est l'objet monétaire en tout cas qu'il peut y avoir, il ramène de l'argent à la maison, donc on ne dit rien. Donc sur cette question de la virginité, il peut y avoir aussi, quand je dis la question de la virginité, et aussi la question du partage d'informations avec le groupe. Moi, il y a un élément que j'ai pu identifier qui est potentiellement finalement un motif de danger pour les victimes lorsqu'elles sont identifiées. J'ai pu, dans un nombre assez conséquent d'affaires, me rendre compte que parfois, lorsqu'une jeune fille du village, de la communauté, il était su par autrui qu'elle n'était plus vierge, notamment parce qu'elle avait été violée. Quand la communauté a cette information-là, parfois, ça arrive que des mises en cause spécifiquement se dirigent vers elle parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir une relation sexuelle non consentie avec elle sans lui prendre sa virginité. Moi, en tant que psychologue, ça m'alerte sur le plan de la répétition au sens psychique du terme, parce que parfois, j'ai pu rencontrer des victimes qui en sont à leur 3e ou 4e viol, et notamment parfois des mises en cause qui me disent en entretien « Oui, mais je savais qu'elle n'était pas vierge, donc peut-être il y a un crime vis-à-vis de la loi, mais il n'y a pas de crime au regard de la religion. » Et ça, c'est un élément parfois qui finalement conduit à un surdanger, en tout cas sur le plan de la sécurité sexuelle. Je vous propose qu'on prenne une grosse quinzaine de minutes avant de nous libérer tous et d'aller manger un petit bout pour voir s'il y a des questions dans le public, s'il y a des gens qui souhaitent vous demander votre avis ou simplement réagir, partager un témoignage, etc. Derrière. Il y a... Du coup, je tenais à apporter un témoignage sur cette question de victimisation, justement. C'était le cas d'une jeune fille qui se faisait agresser sexuellement par son beau-père. Et elle n'a jamais rien dit à sa mère. Ça a commencé depuis ses 12 ans. C'est à ses 16 ans que sa mère a découvert en flagrant délit tout simplement son beau-père sortant de la chambre en train de bander, etc. Et la fille s'était recroquevillée sous le lit. Et donc, en interrogeant son mari, le mari il était très en colère, il ne voulait pas trop en parler. Et en allant vers sa fille, c'est là que sa fille lui apprenait que depuis ses 12 ans, son beau-père l'a sodomisée. Donc, cette première libération de la parole était vraiment une délivrance pour cette fille-là. Pour elle, ça signifiait que ça allait enfin prendre fin. Et malheureusement, ce n'est pas cette réaction-là qu'avait eue sa mère, puisque dès lors où le beau-père n'a pas touché à la virginité, il n'y a pas réellement d'acte répréhensible. Elle n'est pas réellement une victime, puisque dans tous les cas, elle était encore vierge. Et cette jeune fille, heureusement pour elle, a eu le réflexe de faire le signalement auprès de ses professeurs qui ont déclenché la chaîne pénale et été placée. Et sa mère avait pris ce placement d'une telle violence comme une volonté de cette fille-là de se pervertir, d'aller vers la perdition, d'être autorisée à avoir des relations sexuelles. Elle ne voyait absolument pas le côté protection.
le placement n'était pas pour elle une protection, mais plus une demande de liberté de sa fille qui voulait devenir une prostituée en étant placée, puisqu'elle échappait à son contrôle parental et en attendant, elle était restée avec le beau-père en question. C'est le problème parfois de certaines anecdotes qui sont fortes et qui donnent des sentiments d'absolu. Effectivement, il y a quelques cas, moi j'en ai rencontré, de jeunes filles qui font appel à telle ou telle institution parce qu'elles veulent un placement et qui évoquent de manière très sincère et puis finalement très naïve le fait qu'on leur a refusé un téléphone portable ou qu'elles voulaient faire ci ou faire ça et qu'on ne leur accordait pas cette liberté-là. Malheureusement, ce petit nombre d'anecdotes prend corps dans l'esprit d'un certain nombre de personnes qui estiment que lorsqu'il y a un appel à protection, finalement, c'est un appel au confort et non pas un appel à la protection. Et je vous rejoins, c'est à mon avis une erreur de penser que ces situations-là sont majoritaires. J'ai tendance à penser, lorsque je me souviens de l'adolescent que j'ai été, que prendre la peine d'aller faire appel à une institution avec tout ce que ça sous-tend comme difficulté et comme courage, j'ai tendance à penser, je pense comme vous, que ce n'est pas pour rien et que c'est assez rarement pour du confort qu'on le fait. Oui, donc en fait, c'était davantage une observation par rapport à ce que tu disais. En fait, il y a deux observations que je voulais faire. C'est comment on appelle, c'est par rapport à la place de l'enfant, par rapport à l'importance sociale qu'un enfant peut avoir. Bon. Comme tu es là, on va débattre si tu n'es pas d'accord. Donc, du coup, comme à un moment donné, il y a un aspect utilité sociale. L'enfant, c'est celui qui a une utilité sociale dans la société, donc il donne un statut à la... Voilà. Et donc, du coup, à partir du moment qu'il perd cette utilité sociale, il y a une forme d'inutilité. Je ne sais pas comment le dire, voilà, mais donc du coup, à partir du moment qu'elle est plus vierge, à partir du moment qu'elle est salie, tout ça, à la limite, ce qui peut arriver après, c'est plus grave. Parfois, c'est la même perception qu'on peut avoir de l'enfant en situation de handicap. La personne qui est en situation de handicap peut être considérée comme l'enfant il était tellement voulu qu'il est arrivé handicapé et il ne va pas apporter son poids économique, social et culturel. Donc, du coup, on n'investit pas. Donc, la question de la compensation, on a du mal à y aller. C'est pour ça que parfois, il y a des parents qui n'arrivent pas à accompagner leur enfant vers une forme d'insertion. Voilà, parce qu'on estime que l'enfant handicapé, il est inutile socialement, donc du coup on le cache et on ne nous montre pas tout ça. Donc du coup il peut y avoir cette différence. Voilà. Donc souvent je dis qu'il faut que les travailleurs sociaux travaillent sur l'accompagnement des parents pour qu'ils inversent leurs pensées, pour que on soit voilà. Il y a cet aspect-là. Et puis il y a la question aussi de le collectif qui prend tellement le dessus sur l'individu que parfois on a du mal à un moment donné de penser à tout ce qui est trauma, au fait qu'à un moment donné, une personne qui est victime de quelque chose, il peut aller mieux, c'est pas foutu d'avance pour toute la vie. Et donc du coup, lorsqu'une personne est accompagnée par rapport à son trauma, avec les psys, avec tout ce qu'il faut, la personne peut se reconstruire et il a toute sa vie devant lui. Mais c'est le fait qu'à un moment donné, on reste dans le blocage, c'est foutu pour lui toute la vie, et puis voilà, il y a cette punition divine qui a marché de toute façon, et qu'on est dans la culpabilité de tout ça, et parfois, c'est tout ça qu'il faut déconstruire pour que les parents eux-mêmes, ils ne puissent plus être dans cette discrimination de leur propre enfant. En Rafati, vu que tu es OK, juste après Zabibou, en Rafati, je me permets de vous donner la parole parce que vous évoquiez tout à l'heure vous-même la question du handicap et des victimes vulnérables à ce titre. Est-ce que cette question de l'utilité sociale de l'enfant, est-ce que c'est les observations que font Combo? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous les partagez? Est-ce que vous avez des limites à y apporter? Voilà. En fait, effectivement, ça rejoint en fait, cette question d'utilité sociale auquel l'enfant maintenant, c'est que du fait qu'elle a été... est victime de viol, elle ne peut pas apporter les 10 000 ou les 15 000 euros de la dot, de tout ce qui va suivre derrière après le mariage, après le Manzaraka, cette grande fête que souvent, est-ce que cette fête-là, elle est à l'enfant ou elle est à la famille, ce qui va apporter derrière vraiment. Donc du coup,
on a tendance à laisser de côté, à dire de toute façon ce n'est pas un souci. Et parfois même quand elle a des enfants, en fait, parce que souvent malheureusement, l'enfant quand il a été victime de viol, il peut y avoir un enfant. Et on se dit, de toute façon, il n'y a plus besoin de l'accompagner dans l'éducation, sa poursuite des études, de toute façon, il n'ira pas loin, il n'aura pas le bac, il n'ira pas, voilà, ça s'arrête à là. Et c'est le rôle que nous avons en tant que travailleurs sociaux ou professionnels pour pouvoir accompagner les parents, pour accompagner les familles qui sont, de leur dire, mais c'est encore plus, il faut que vous soyez là, votre rôle est de pouvoir accompagner cet enfant qui aura besoin de vous, encore plus, parce que ça s'est arrêté, certes, il y a une phase qui s'est arrêtée, qui s'est passée, mais elle doit se construire et pouvoir se reconstruire, elle a besoin de vous. Vous êtes les premiers, avant qu'il aille voir les institutions, parce que des fois, il y a un déchirement total lorsqu'il y a un rejet de la famille. Vous êtes la honte, parce que vous avez déjà, d'une part, été victime, comme si on remet la faute à l'enfant. Vous avez parlé, etc. Donc il y a tout ça qui fait que l'enfant, deux fois, il est mis à l'écart, auquel la famille ne l'accepte plus. Il n'ira pas loin, il n'y aura pas une autre insertion professionnelle, une réussite qui peut être faite par ailleurs parce qu'on s'arrête à là. Et c'est là qu'il faut avoir le travail qui doit être fait, d'accompagner, d'informer la famille, effectivement, de pouvoir accompagner cet enfant-là. Nous, on a eu un cas en fait, d'une jeune fille, ses parents, quand elle est revenue, la petite, elle a été obligée de quitter. Elle a vécu à Métropole chez une cousine qui l'a accueillie. Et quand elle est revenue, à aucun moment, sa mère ne voyait en elle comme étant un enfant qui pourrait valoriser, reconnaître cette réussite-là. Et elle souffrait beaucoup. Le seul moment quand elle a essayé de se rapprocher de la famille pour pouvoir avoir la conciliation là, c'est d'avoir de l'argent. Maintenant que tu as réussi, tu as eu un master, tu travailles, tu es un cadre aujourd'hui, la seule relation qu'il y a, c'est l'argent. L'argent, l'argent, l'argent et rien d'autre. Donc, arrivé à un certain moment, donc, elle est revenue en disant mais il faut qu'il y ait une médiation entre elle et sa maman parce qu'elle n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, elle peut tout lui donner, certes, mais ce qu'il a besoin, c'est cette affection-là, de reconnaître qu'elle est aussi un enfant comme tout autre, puisque c'était à elle de la protéger, alors que malheureusement, elle a été victime de viol par son mari, qui n'était pas le géniteur, et qui l'a accepté et qui l'a gardé encore chez elle. Et elle a eu un enfant derrière. Et cet enfant-là qu'il a, c'est certes, elle a son enfant, elle a des frères qui sont ses petits sœurs, ses tontons, etc. Donc c'est très difficile. Par rapport à ça, elle avait besoin quand même de se reconstruire, mais elle a besoin du soutien de l'enfant, de sa maman, auquel parfois il ne le voit pas comme ça parce qu'il a eu l'échec, il n'a pas pu apporter le manzaraka, d'offrir tout ça que les autres enfants du village ou du quartier, voilà, le déshonorent. Donc c'est très difficile. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, en fait, je rejoins en tout cas ce que dit Kombo, il y a un besoin réel d'accompagner les familles par rapport à cela, que ce soit un enfant en situation de handicap ou toute personne qui est victime. On a besoin d'une part déjà d'accompagner le proche, l'adulte qui sera là, de pouvoir accompagner l'enfant qui est victime parce qu'il a un réel besoin. On n'a pas à le rejeter parce que c'est là-dessus. La famille est sacrée, donc c'est déjà de là que ça doit commencer. Voilà. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord avec M. Kombo, avec le grand sourire. Réconciliation. Oui, avec M. Kombo, et pour rejoindre aussi en Rafati, effectivement, l'enfant dans la société mahoraise a une utilité. Une utilité parce que mon enfant, c'est l'enfant que je vais mettre au monde, c'est la personne qui va me donner le statut de mère. Donc, le statut de mère. En cet enfant-là, cet enfant-là va porter mon honneur, ma réputation, parce que la réputation est quelque chose de très, très important. Et donc, le fait que l'enfant, à un moment donné, transgresse les normes de la communauté, c'est comme si ça rejaillissait sur ma position, ma réputation, mon honneur. Donc, je vais souvent avoir des mots durs envers cet enfant-là. Tu m'as humilié, tu m'as insulté. Grâce à toi, je suis la risée de tout le village.
Effectivement, ça impacte la définition même de l'être. C'est évidemment pas aux Mahorais qui sont présents dans l'assistance que je l'apprendrai, mais le mot femme en lui-même, c'est un être mère en potentiel. Le mot homme, c'est un être humain père en potentiel. Donc effectivement, on se doute bien, si on part du principe simple que la linguistique sous-tend le rapport au réel, on imagine bien ce que ça peut effectivement sous-tendre sur le plan de la définition de soi et de la place de l'enfant. On va prendre une question suivante du coup. Bonjour à tous. Ma question c'est pour Madame, oui, la juriste, en fait. Et vous avez fait la transition quand vous parlez d'enfant. Ça peut être une fille ou un garçon. Et là, on est violence sexuelle sur mineur avec ES ou sans ES. Parfois, je constate qu'au niveau de la justice, il y a des faits qui se jugent après que le mineur devient majeur. Alors, c'est quoi la part qui revient au garçon qui a agressé une fille? Parce qu'on est en train de parler que de virginité de Mazaraka. Merci. L'agresseur peut être un homme, tout comme une femme, en fait. Donc, quand je dis enfant, c'est neutre. Ça peut être petite fille, ça peut être garçon aussi, parce qu'on ne parle pas assez des garçons qui sont victimes de viols, d'inceste et compagnie. C'est vrai qu'il faut, dans notre discours, qu'on n'oublie pas leur part aussi et de les considérer aussi, parce qu'ils sont aussi importants que la petite fille qui est violée. Donc, c'est vrai, effectivement, dans nos discours, on n'accentue pas assez. Par ailleurs, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, la question des violences sexuelles exercées par des femmes, si j'en crois la littérature, échappe grandement à la fois à la justice et à la fois à la question de la parole. Un certain nombre d'auteurs nous expliquent que selon eux, notamment il y a des termes qui ont émergé de ce fait, que selon eux, les violences sexuelles commises par des femmes se donneraient à voir plutôt dans des moments de quotidien qui, en fin de compte, légitiment le contact. Au Canada, la notion de nursing abusif a émergé, et donc c'est extrêmement difficile, notamment sur le plan légal, de caractériser ces infractions-là, parce que, évidemment, si une violence sexuelle a lieu au moment de la toilette de l'enfant, elle peut en fait amener la mise en cause à exercer cette violence et qu'elle passe un petit peu entre les mailles du filet. Et entre les mailles du filet pénal, mais aussi entre les mailles du filet psychique, parce qu'en quelque sorte, ça peut être extrêmement déroutant pour la victime, petit garçon ou petite fille, de comprendre ou de savoir si ce qu'elle est en train de vivre est dans le spectre de la norme ou non. Il est compliqué d'aller demander à un de ses camarades de classe, toi, ta maman, quand tu prends la douche, comment elle fait, ta coco, etc. etc. Donc il y a vraiment une difficulté sur la question des violences exercées par les femmes, et également, à mon avis, liée à des représentations vis-à-vis du statut de mère, et ça, pour moi, on est sur plutôt de l'universel. Émettre l'idée qu'une femme, qu'une maman potentielle peut être dans une situation d'exercer un désir inadéquat envers un enfant est extrêmement perturbant pour les individus, pour les officiers de police judiciaire qui pourraient recevoir cette parole-là, pour les procureurs qui pourraient poursuivre pour ce type d'infraction, pour les juges d'instruction qui pourraient gérer les informations judiciaires, etc. C'est très perturbant, ça remet énormément de choses en cause. On est vraiment au tout début de la prise en compte de ces violences sexuelles exercées par les femmes, qui, en tout cas sur le plan pénal, représentent une très franche minorité, mais qui existent. La question, c'est est-ce qu'elles représentent pénalement une forte minorité parce qu'elles sont tues ou parce qu'elles sont moindres? Ça, c'est une question à laquelle personne n'a de réponse à ce stade. Et effectivement, tous ces propos, toutes ces choses-là, on le voit aussi dans la société mahoraise, par exemple, pour l'homme qui va être père, qui va avoir une petite fille, et certains hommes, ils sont gênés de changer la couche de leur petite fille parce qu'ils ont peur du regard, de comment ça va être interprété. C'est très juste. Et même pour la laver, par exemple. En fait, on a tellement peur
on change notre façon d'agir, notre façon de prendre soin de nos enfants aussi. Et on a plus tendance à laisser la maman dire, eh ben, toi, petite fille, oui, c'est maman qui va te faire prendre ta douche, qui va te laver, qui va te nettoyer, par exemple. Et c'est vrai qu'une maman, c'est rassurant, c'est réconfortant. Donc, pour l'enfant, la mère qui va laver ou nettoyer les fesses de sa petite, eh ben, à quel moment on va déterminer, on va dire, eh ben voilà, c'est une agression sexuelle. À quel moment on va dire, eh ben, c'est juste la toilette, l'hygiène, oui, l'hygiène, tout simplement. Complètement. Est-ce qu'on avait une dernière question? Ouais. Vraiment une question, en fait, c'est juste dans le prolongement du débat. Il fonctionne normalement. Oui, dans le prolongement du débat de ce qui a été dit, notamment par rapport, on a beaucoup parlé d'enfants handicapés qui seraient victimes de violences sexuelles. Je voulais juste rajouter en fait qu'il y a des enfants aussi handicapés qui commettent des agressions sexuelles. Et dans la société, on a souvent tendance à les protéger en disant parce qu'ils sont démunis intellectuellement, parce qu'ils rencontrent un problème d'handicap, donc on ne va pas les dénoncer. Et c'est pas plus loin que cette semaine, j'intervenais auprès d'un groupe en fait, de travailleurs sociaux qui me racontaient que dans leur village, un adolescent handicapé aurait commis plusieurs viols sur des petites filles et que jusqu'à présent, personne ne dénonce et qu'elles-mêmes, en fait, elles ne se sentaient pas, elles ne s'autorisaient pas en fait, à en parler parce qu'elles avaient peur de ce qu'on pouvait leur renvoyer, du regard de la société. On en a parlé longuement et, enfin bref, j'ai essayé. Donc je voulais juste rappeler ça aussi, que c'est pas parce que des enfants rencontrent des problèmes de santé qu'ils ne doivent pas non plus être dénoncés et qu'on ne doit pas non plus protéger les victimes. Bien Voilà. sûr, je vous remercie de votre intervention, c'est effectivement très intéressant. Juste pour conclure sur cette question-là, très clairement la question de la sexualité dans le handicap, et là je vais élargir même de la sexualité consentie, est un tabou universel. Vous allez dans n'importe quel CESAD, dans n'importe quel IME, vous allez trouver des professionnels qui sont en difficulté, même lorsqu'il y a des émergences de velléité sexuelle consenties entre leurs personnes prises en charge. Lorsqu'en plus il s'agit de velléité sexuelle qui se passe de consentement, on rentre dans une logique qui devient confondante pour tout le monde et qui en général amène les professionnels à vouloir mettre cette question-là à distance. Je souscris à 200% à ce que vous dites, effectivement, ça mérite, c'est une question qui mérite d'être posée. Je nous laisse y réfléchir pendant la pause, ça nous donnera un petit peu de grain à moudre, peut-être des discussions informelles entre nous, mais merci pour votre question et merci à tous pour ce matin.